ordinateur. Ok, on va faire comme ça. La qualité, je pense, elle sera moins bonne, mais c'est pas grave. J'espère que ça ira quand même. Alors, ok, on va commencer comme ça. Donc, bienvenue pour ce cours. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, quoi c'est inclus, et puis on continue avec le texte de Chenrezig. Sangye Chotam Tsoge Chonam La Chonchom Paratu Dane Chatsu Che Trage Jento Kipe Senam Ke Tola Penchre Sangye Dobai Sho. Voilà. Alors, ok. Alors, on va poursuivre avec cette leçon. Je vais partager là mon écran et puis comme ça, vous aurez le PDF. Alors, voilà, vous avez l'élément. Vous le voyez bien, l'élément? Ouais. Oui, oui. Ok. Parfait. Très bien. Donc, Sevana nous a rejoint, Claudine aussi. Bienvenue. Ok. Alors, voilà. Alors, je fais juste encore un petit réglage pour pouvoir bien le voir. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous continuons avec le texte de Chenrezig. Alors, je vais faire au mieux parce que je ne suis pas en super forme avec cette espèce de crève qui ne me quitte pas depuis quelques jours, mais je vais faire au mieux. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez juste... Ok. Voilà. Je me mets là. Voilà, ok. Donc, vous avez reçu le PDF, donc il n'y a pas grand-chose à expliquer, parce que je suppose que vous l'avez découvert déjà, mais le principe, c'est toujours le même. Hein, c'est-à-dire, bon, j'ai repris le même passage que la dernière fois, étant donné que ça ne sert à rien d'aller plus loin. La dernière fois, c'était le retour sur les particules, et là, on prend la fin de la leçon précédente, la leçon 14, où il y avait donc la reprise avec le texte de Chenrezig. En termes de méthode, c'est toujours la même chose. C'est ce que je vous ai indiqué dans le mail d'ailleurs. C'est-à-dire tout d'abord, c'est le repère des éléments clés, que ce soit des particules ou des mots-clés. Ensuite, le deuxième, c'est une analyse, c'est-à-dire de comprendre la structure du texte. Et puis, troisièmement, ou en troisième lieu, on apprend le vocabulaire. Donc, c'est pour ça qu'ici, alors petite nouveauté, j'ai essayé de présenter une vision synthétique de la structure du texte, en pensant que ça pourra peut-être être utile, même comme base d'exercice. C'est-à-dire qu'on a le texte là, et puis après on a la structure, et puis de voir comment vous comprenez cette analyse. Et donc je vous demanderai dans ce cas-là de commenter cette analyse. C'est-à-dire par exemple, ok, quelqu'un prend cette phrase ou un élément de cette phrase, et puis me fait un commentaire par rapport donc à cette structure et de la mettre en rapport à la phrase qu'on a ici. Exemple. Hein. Donc, on verra ça. Et d'ailleurs, là, c'est simplement que vous avez le texte et puis la version développée du texte avec la phonétique, le vocabulaire et le mot à mot. Mais pour travailler, je pense qu'on va travailler uniquement avec cette dernière partie du PDF. Parce qu'elle est largement suffisante pour nous. Mais peut-être d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur la leçon précédente, sur ce retour qu'on a fait sur les particules? Peut-être bon, j'ai été un peu tard pour livrer le replay. Et donc, malheureusement, comme je vous le disais, vous avez dû passer votre week-end triste sans pouvoir à nouveau visionner cette leçon. Mais mis à part ça,
est-ce que, si vous l'avez regardé ou si vous avez étudié avec le PDF, est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur ces fameuses particules, qui encore une fois sont des repères, hein? Est-ce qu'il y a des choses pas claires ou est-ce qu'au contraire c'est clair? N'hésitez pas, dites-moi. Ou peut-être il n'y a rien à dire, je ne sais pas, hein. Donc Oui, ça a l'air d'être... ouais, Oui, oui, c'est Sylvie, là, je dis juste que c'était très bien ce retour, enfin cette explication à nouveau sur les particules, parce que c'était très clair ok, et c'était très bien. Moi, je pense d'accord, ok. que Donc tu as c'était le sentiment que nécessaire. ça... Mhm, ok. Donc, Oui, 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 Jean-Marc aussi, il y avait un truc sur les particules. Dans l'histoire des formes, il y a plusieurs formes de particules, mais en fait, il ne faut peut-être pas trop rentrer dans le détail, en fait, hein, pour le moment. alors tout à fait, c'est le côté millefeuille, hein. C'est-à-dire que la première couche, elle est déjà bonne, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y en a d'autres et elles sont excellentes, il n'y a pas de doute. Mais c'est surtout l'idée, parce que millefeuille ou pas, c'est égal, mais c'est surtout l'idée c'est de partir du principe que l'occasion fait le larron. C'est-à-dire qu'à force de trouver ces formes différentes qui sont alors toujours la même particule sous une autre forme et de les rencontrer dans le texte, ça nous permet de les identifier. Et ensuite, de chaque fois, de faire un retour et un lien du genre « Ah oui, c'est la forme de ». Et l'intérêt de la méthode, c'est de pouvoir collectionner les indices en définitive. C'est comme ça qu'on va construire notre connaissance, je pense. En tout cas, ça part de cette idée-là. Plutôt que d'apprendre théoriquement les 5 formes du génitif, les 5 formes de l'ergatif instrumental et les 7 formes du datif locatif, vous pouvez le faire si vous le voulez. Il y a de toute façon, il y a les éléments théoriques pour ça. Dans les leçons précédentes, je crois que c'était dans la leçon 6, ou même, je crois, là aussi, je vous les ai rappelés rapidement. Donc, vous avez toujours cette possibilité. Après, si on les apprend, c'est clair que par cohérence, il faudrait aussi savoir pourquoi telle et telle forme. Et là, dans ce cas, faut aussi apprendre par cœur le rapport qu'il y a entre la dernière lettre d'une syllabe et la forme de la particule. Ouais. Par exemple, kangaki, dawasaki, etc. Donc, ça veut dire qu'en fonction des suffixes, donc la dernière lettre avant la particule, eh bien, voilà, il y a un accord, quoi, qui se fait. Est-ce que, juste une question purement technique, quand je vous parle là, est-ce que vous me voyez aussi ou est-ce que vous ne voyez que l'écran? Non, non, tu vois aussi, enfin, dans la vignette. Ah, ok, d'accord. D'accord. Oui. Donc, non, c'est bien. C'est simplement savoir si vous avez une voix un peu mystérieuse derrière un PDF, ok, ou si c'est quand même un peu animé, parce que je ne savais pas du tout. Donc, en général, je n'utilise pas ce système, mais ça a l'air de fonctionner aussi, quoi. Ok. Ça marche, merci. Ok, alors parfait. Je vais juste vérifier par contre un truc, c'est d'être sûr que l'enregistrement continue à se faire. Est-ce que ça marche toujours, cet enregistrement? Nous, on a la vignette sur l'écran, comme quoi ça enregistre. Ah, d'accord. En haut à gauche, on a le petit truc enregistrement. Ah bon, ok. Alors moi, je ne l'ai pas. Comment c'est possible? Ça serait bien que je l'ai. Comme quoi, hein, j'ai pas encore, tout n'est pas encore très clair avec... je vais juste regarder. Ah oui, non, si, attendez voir. Je veux juste être sûr. Ah oui, oui, oui. L'enregistrement continue. Très bien. Donc, il faudrait juste que je puisse vérifier ça. Ça serait idéal. Ah, ben voilà, du coup, ok, très bien. Bon, bref. Voilà. Donc, oui, moi, je pense que l'occasion qui fait le larron, c'est bien suffisant, il me semble. Maintenant, libre à vous, hein, pas de problème. Si vous le savez par cœur, bon, c'est très bien. Alors, sinon, on peut reprendre, quoi plutôt poursuivre directement avec l'analyse du texte. Donc, comme vous le voyez, ici, c'est volontaire que ça ne se représente que sous cette forme un peu très simplifiée, c'est-à-dire X pour n'importe quel élément. Donc là, voilà, plutôt que de vous l'écrire, je vous l'explique oralement. X, ça veut dire n'importe quel élément. Et quand je dis n'importe quel élément, c'est n'importe quel mot ou groupe de mots. Parce que pour nous, là, dans un, on va dire, deuxième temps, après avoir
fait nos repères dans le texte, hein, parce qu'on peut faire nos repères dans le texte. Voilà. Ici, parce que les repères, c'est les particules, les mots-clés. En général, c'est des particules, mais il peut y avoir des mots-clés aussi. Mais donc, le X, ça désigne un mot ou un groupe de mots. P, ça désigne une particule sans autre distinction. Donc, là, on a notre phrase, disons notre structure de la phrase de la ligne 1, hein, ici la ligne 1. Alors, est-ce que quelqu'un veut tenter de faire le lien entre ça et m'expliquer à quoi correspond ça, à quoi correspond ça, ça et ça? Est-ce que quelqu'un se lance? Moi, je veux bien essayer parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, Super, vas-y Martine. la première particule pour moi, donc il y a Seigneur. La première particule, c'est le qui, ka, ki. Ouais. Mais après, là où j'ai du mal à trouver, c'est la négation. La négation, c'est ma, juste la syllabe à côté, ou est-ce que c'est ka, gigyu, kanaroko? Alors, regarde c'est pour ça que ça serait bien de faire le lien entre ça et ça. Donc, ça, le premier X, ça correspond à quoi? X correspond à Seigneur. Et donc, en tibétain, c'est Oh, Jowo. Ouais, tout à fait. Le premier X, c'est Jowo. Donc, le premier... Jean-Marc, c'est Oui, pas Cho seulement parce que le genre de E, c'est Cha, Nado, Cho. oui. Mais Alors, tiens, pas Joe. oui, alors parce que en fait, ça c'est plutôt de l'usage, c'est-à-dire tu as raison. Littéralement, ça devrait être Chowo. Oui, mais il se trouve que par l'usage, on a tendance à dire Jowo. C'est-à-dire que souvent, c'est troisième lettre dans la série des différents sons, c'est-à-dire Ka, 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 Cha, 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 Ta, Ta, Ta. Ces troisièmes lettres, elles ont très souvent tendance, alors pour différentes raisons, il y a des fois des raisons, on va dire, objectives, c'est quand elles sont accompagnées de certaines lettres, et donc le son, par exemple, K devient Ga, mais après, il y a les notions d'usage, c'est-à-dire qu'ici, c'est effectivement, normalement, littéralement, Chowo, mais c'est Jowo, on prononce Jowo. Cela dit, tu dirais Chowo, c'est pas très grave, hein, parce qu'au Tibet, il y a tellement d'accents différents que je suis absolument persuadé qu'on doit trouver des Tibétains qui prononcent Chowo aussi. Hein, c'est fort possible. Moi, c'est vrai que par habitude, pour l'avoir entendu, j'aurais tendance à dire Jowo, mais bon. Merci, Donc merci. voilà, pas de quoi. Donc voilà, le lien, en tout cas, clairement, effectivement, le premier X, c'est Jowo. C'est bien de le repérer parce que c'est pas si évident, étant donné que quand on voit, là, ici, cette première phrase, quand on voit la suite des syllabes, qui, comme toujours, n'est qu'une suite de syllabes, on peut se dire, mais pourquoi et comment on fait ça? Parce que peut-être que finalement, le groupe, ce serait plus juste de le mettre comme ça. On peut se poser cette question. Mais en fait, non, c'est logique de le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que, quoi? C'est le problème de l'analyse, parce que dans l'analyse, on peut toujours aussi la considérer autrement, c'est vrai. Mais ici, si on considère ce groupe-là, alors là, j'aimerais bien, si Martine, tu continues, que tu m'expliques un peu ce groupe-là. Puis après, je vous dirai ce que je voulais vous dire par rapport à cette entité. Pourquoi on ne le met pas comme ça? Ça serait quoi, là, ce X plus P? alors, X plus P, pour moi, ça serait Kyun, mais là, j'ai du mal à les plaire parce que. Non, mais c'est très bien. Kyun, c'est parfait. Et ensuite, on a la particule instrumentale, Ka. Kayata Kyagigu Kisaki, Kyun Ki.
Qui. La particule ergative instrumentale, dans la langue parlée, c'est qui. Hein. C'est pas très compliqué. Donc, vous embêtez pas trop avec ça. Mais effectivement, par appellation, Kayataka, Giguki, Saki. Bon, dans la première partie du PDF, de toute façon, vous avez le texte avec la phonétique. En plus, c'est la pratique de Chenrezig. Donc, a priori, vous la connaissez. Si ce n'est pas par cœur, c'est quasi par cœur. Donc, Jobo Kyunki Magun Kutukar. Donc, Kyunki, mais alors, essayez de m'expliquer donc ce groupe-là, cette entité. Deuxième là, ça. Ça serait intéressant de voir ça et de pouvoir le relier à justement ça et on le relie à ici pour voir ce qui se passe. C'est là où je... D'accord, ok. Tu donnes ta langue au yak. Voilà. Très bien. Alors, ok. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Jean-Marc, peut-être la particule marque, c'est pour marquer ce qu'il y a juste avant? Alors, c'est un peu ça que j'aimerais tester avec vous, c'est-à-dire voir si c'est clair, pas clair. Normalement, en général, une particule marque toujours ce qui précède. Hein. Ouais. Alors, elle marque ce qui précède ou elle relie ce qui précède à ce qui suit. Et ça, ce deuxième cas de figure, c'est le cas de figure de quelle particule? Elle relie ce qui précède à ce qui suit. C'est qui fait le lien? Génitif, non? Génitif, absolument. C'est le Jelja. Le Jelja, le génitif, fait toujours le lien entre ce qui précède et ce qui suit. Mais sinon, d'une manière générale, les particules, elles marquent un mot ou un groupe de mots, toujours. Donc, c'est pour ça que c'est X, c'est volontairement X. Il pourrait y avoir 15 syllabes ici, à la place du X. Hein. Ce serait toujours X. Pourquoi? Parce que c'est important, dans l'apprentissage de la structure générale du texte, c'est important de justement voir où les choses s'arrêtent, où les choses commencent. Parce que l'immense difficulté dans un texte tibétain, et on n'a jamais fini de la mesurer, cette difficulté, c'est le fait que ce sont des syllabes posées côte à côte. Vous n'avez aucun espace. Donc, vous ne savez pas où ça commence et où ça se termine. C'est pour ça que cet exercice ici, cet exercice d'analyse de la structure, est extrêmement important. Parce que du coup, vous savez où ça commence, où ça s'arrête. Donc là, ce deuxième groupe, il y a X, puis après il y a ce deuxième groupe. Ce deuxième groupe, c'est aussi une manière de vous dire, ça commence là, ça s'arrête là. Donc, la particule, elle marque le groupe ou le groupe de mots qui précède, et donc du coup, elle signifie en général, pas toujours, mais elle signifie en général un arrêt de cette entité de sens. Donc, à nouveau, vous voyez ça, vous avez là le texte en tibétain, ça correspond à quoi? Alors, effectivement, on a identifié, tac, tac, hein, c'est ça, on est d'accord. Plutôt ça. OK, pas de problème. Mais c'est quoi? Ouais, c'est le ça derrière, enfin, c'est le ça derrière. Le qui me gêne. OK, alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une indication sur ça? Alors, moi, je peux y aller? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est parce que ça marque quand il y a le ça après le qui, on sait que ce n'est pas un génitif. Déjà, on sait que c'est une partie de l'ergatif instrumental. C'est déjà une indication. Et si on part du principe que l'ergatif instrumental marque l'action d'un verbe différenciatif, ça veut dire que plus tard, il y a un verbe. Il faut aller chercher le verbe. Moi, je raisonne un peu comme ça, non? Si, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Ouais, c'est tout à fait bien. Alors maintenant, la seule chose qui peut être dite, mais franchement, ça va se perfectionner au fur et à mesure des choses. C'est-à-dire que si vraiment on veut être très proche de la définition la plus juste, je dis bien la plus juste, pas celle qui est juste, mais la plus juste, eh bien, il est bien de dire que la particule ici, ergative instrumentale, donc elle peut être soit ergative, soit instrumentale, mais elle marque ce qui précède et elle en fait, par exemple, l'agent. Hein, ça, c'est une possibilité. Alors, oui, elle va se retrouver dans des verbes
différenciatif, mais oui, complètement, c'est vrai. Mais elle peut peut-être, disons, d'une manière plus essentielle, elle marque l'agent, hein, ou l'instrument. L'agent ou l'instrument. De ça, on peut être à 100% sûr, quasi. Donc, si elle marque l'agent ou l'instrument, ben, ça veut dire qu'ici, donc, ouais, voilà. Donc, ça veut dire que ici, tac, ça, c'est l'agent ou l'instrument. Et ça, peut-être vous avez repéré, mais tu as raison. Si là, il y a une particule, ça veut dire qu'ici, là, quelque part, il va y avoir un verbe. Ça, c'est très juste. Il va y avoir un verbe, une action. S'il y a un acteur, il y a une action. Donc, mais déjà, cette simple construction-là, que c'est quoi? Vous avez votre idée? Un défaut. Ouais, c'est défaut. C'est un défaut, c'est une faute. Alors, si on a juste ça, c'est-à-dire juste ça, comment est-ce qu'on peut interpréter défaut plus particule ergative instrumentale? Ce sont les défauts qui sont l'agent. En fait, c'est les fautes. C'est les fautes qui vont être régies par le verbe un petit peu plus loin dans la phrase. Tout à fait. C'est les fautes qui sont agents. Alors, elles sont soit agents, soit acteurs. Finalement, à ce stade, on peut ne pas être clair là-dessus. C'est pas bien grave, mais on sait que c'est elles qui produisent quelque chose. Et donc, admettons une faute, une erreur, une saleté, une souillure, etc. Eh bien, elle peut faire quoi? Elle peut souiller. Elle peut souiller, elle peut endommager, elle peut pervertir, etc. Donc, là, déjà, à ce stade, on a une indication extraordinaire, parce qu'on sait qu'on a Seigneur, on a les fautes qui sont acteurs, on ne sait pas encore exactement de quoi, mais disons, on peut commencer à supposer, parce que si elles sont l'instrument de quelque chose, bon, elles ne sont pas l'instrument de quelque chose de super, a priori. Puis après, on a un deuxième élément ici. Et ce deuxième élément, ou ce troisième plutôt, hein, si ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Le troisième élément, c'est quoi alors? C'est la négation, c'est ma. Alors, plus précisément, tout le groupe, c'est quoi? C'est pas faux ce que tu dis, mais disons. Ma queue. Alors, ça correspond à Mage, tout à fait. Alors là, de nouveau, comme avant pour Fabien, c'est le ka, naro, ko, sa, ge, hein, ou que, c'est un que qui est franchement pas loin du ga, du fait du naro qui est au-dessus et puis du suffixe. Donc, que, ge, voilà. Bon, bref. Alors, effectivement, c'est l'entité ma, que. Donc, ça veut dire que là, en termes de structure, ça veut dire une particule négative plus un verbe. J'entends volontairement, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est le verbe, parce que ce qui est intéressant, c'est de réussir, on va dire, à avoir une vision de la structure avant d'avoir tous les mots de vocabulaire qui viennent remplir les cases. C'est très intéressant. Alors, bien sûr qu'une fois que vous connaissez les mots, que votre richesse de vocabulaire est suffisante, ben, forcément, vous voyez ma, que, donc vous savez que c'est le verbe vêtir, par exemple. Donc, pas de problème. Mais au départ, vous ne le savez pas forcément. Mais ne pas connaître le vocabulaire du texte parfaitement, c'est une manière de vous montrer que même si vous ne le connaissez pas parfaitement, ça ne vous empêche pas de comprendre la structure du texte. C'est l'heure de savoir quel est le contexte. La structure, c'est le contexte. C'est-à-dire, on parle de quoi? C'est qui les acteurs? C'est quoi le type d'action? Etc. C'est d'avoir une espèce de vision du paysage global. Et ça, c'est très intéressant. Donc ici, on a une négation, une particule, donc, plus un verbe. Très bien. Alors après, troisième temps, c'est quoi le verbe? OK, le verbe, c'est vêtir, revêtir, etc.
Donc, cette entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça ne revêt pas. C'est-à-dire, c'est simplement le verbe à la négative. C'est-à-dire que plutôt que de revêtir, ben, ça ne revêt pas. Donc là, on commence à avoir des éléments. C'est-à-dire qu'on a un élément seigneur, on ne sait pas très bien encore comment le placer, mais on a des fautes qui, admettons, ou des défauts qui, et puis ici, ne revêtent pas. D'accord? Donc là, il y a une suite logique entre ça et ça, clairement. C'est-à-dire que si, comme disait avant, que je retrouve Claudine, comme disait avant Claudine, parce qu'il y a cette particule, on sait qu'il y a un verbe différenciatif après, ce qui en l'occurrence, c'était tout à fait juste, ben, ça veut dire que, OK, donc kunki est lié à ce verbe-là, effectivement différenciatif, parce qu'on porte quelque chose. Donc, on est différent de ce que l'on porte. On porte un habit, par exemple. Donc, kungimage, ça veut dire n'est pas entaché par les fautes. Mais ça, déjà, quand je le dis en français, n'est pas entaché par les fautes, là, on est déjà, on est parti loin dans la formulation. C'est-à-dire, on est déjà en train de franciser complètement. Quoi, je veux dire, on est déjà en train de traduire. N'est pas entaché par les fautes. En tibétain, c'est par les fautes, pas recouvert. Par les fautes, pas habillé. Donc, on n'est plus télégraphique. Mais l'intérêt de cette analyse structurelle, ou de la structure, eh bien, c'est de pouvoir être télégraphique. Donc, c'est aussi une façon, alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, en fait, c'est que le texte a toujours raison. Je pars du principe que le texte a toujours raison. Ce que je veux dire par le texte a toujours raison, c'est que souvent, nous, on peut se dire, bon, ben oui, ça doit vouloir dire ça. OK, mais ça doit vouloir dire ça doit intervenir en tout dernier et extrême recours, quand vraiment on ne comprend pas du tout le texte. Mais le texte, lui, dit toujours la vérité. C'est-à-dire, le texte est construit, il exprime quelque chose très précisément. Donc, après, la formulation, c'est une autre histoire. Mais la compréhension très exacte de ce que le texte veut dire, ça, je pense, c'est très important. Donc ici, clairement, c'est les fautes qui ne revêtent pas. Rien que sur ça, philosophiquement, ce n'est pas la moindre des choses. Hein. Parce que si on considère que Chenrezig est, par exemple, on pourrait dire, regardez en français, on peut dire Chenrezig est immaculé. OK? Mais il y a un sous-entendu dans l'immaculé. On pourrait dire que Chenrezig n'est pas entaché par. OK? Ouais. Mais on ne dit pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'ici, précisément, on dit que les fautes, elles ne recouvrent pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'action, en fait. Jean-Marc, oui. j'ai l'impression que ton stylet, il ne marche pas. Ah bon? Tu ne faisais pas voir des trucs, là? Ah oui, je fais merci beaucoup. Alors, j'arrête le partage et je recommence le partage. Décidément, c'est une journée, voilà, une journée épreuve. Alors, est-ce que ça va marcher? On va voir. Alors, tic, tic, Okay. oui. Ah, merci, tu as l'œil. Eh bien, c'est très bien. Faut pas oublier de me le dire, hein, si jamais, parce que sinon, franchement, bon. Donc, ici, ça marche? Ouais, ça marche. Donc, ici, bon, c'est clair, hein, mais c'est simplement pour dire que les fautes ici, hein, donc, c'est un acteur qui ne produit pas d'action. C'est-à-dire, c'est un acteur inopérant. C'est-à-dire que les fautes, chez Chenrezig, les fautes, elles ne recouvrent rien. D'accord? Donc, les fautes, elles ont pas. C'est un peu comme si on disait que les fautes n'ont pas d'action sur ce qu'il est. Il ne peut pas être entaché par des fautes. D'accord? Il n'y a aucune faute qui ne peut le salir. Hein?
On pourrait le comprendre comme ça aussi. Après, tout ça, c'est de l'interprétation. Mais c'est de l'interprétation intéressante par rapport à une déité. Hein. Et puis ensuite, on a 2 éléments, tac et tac. Et là, vous voyez, vous avez 1, 2, 3 syllabes. Alors pourquoi moi j'en mets 2? Donc, c'est à vous de me dire. Je pense qu'avec ce petit système-là, j'ai trouvé un moyen de vous faire bosser. Là. Donc, ces 2-là, c'est quoi? Qui c'est qui se lance? Thibaut, vas-y, dis quelque chose, Thibaut. Ces deux, c'est Kundoka. Alors, la première, c'est laquelle? Le premier X, c'est quoi? Oui, c'est Kundo. Voilà. Kundo et Kar. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est un nom et puis derrière, tu as une couleur. Ouais, très bien. Donc, un nom et un adjectif. Parfait. Voilà. Donc ici, on a, donc là, c'est typique, ce X, le premier ici. Là, c'est mot, groupe de mots. Toujours, hein. Le réflexe, maintenant, petit à petit, c'est que X, c'est mot ou groupe de mots. Ce n'est pas juste un mot, c'est mot ou groupe de mots. Et là, en l'occurrence, vu que le tibétain est une langue monosyllabique, donc on peut combiner les syllabes pour créer des mots. Donc, kundo et kundo, c'est un mot. Et kar, c'est un adjectif. Kar, c'est quoi? Alors encore Thibaut, c'est facile ça. C'est blanc. Carpo, hein? Oui, carpo, tout à fait. Carpo, c'est blanc. Tout à fait, carpo. Kundo, c'est quoi? J'ai un peu triché, j'ai vu que c'était la couleur, je crois. Oui, c'est couleur à l'honorifique. Alors ça, après, dans le détail. Alors de nouveau, c'est pour ça que dans le détail, on arrive à étape 3. Hein. J'espère que petit à petit, vous allez vous faire à la méthode, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de procéder comme ça. Pourquoi? Parce que l'étape 3, c'est de rentrer dans le détail du groupe, c'est-à-dire dans le détail de ça. Et c'est très bien de rentrer dans le détail de ça. Mais du coup, on va se rendre compte que, ben voilà, c'est cet élément-là. Et puis, ku, do, do, c'est couleur. Et quand on rajoute ku devant, ça veut dire le corps à l'honorifique. Donc, c'est une manière de faire d'un mot qui n'est pas l'honorifique, do, c'est d'en faire un mot à l'honorifique en mettant ku devant, kundo. Donc, c'est couleur à l'honorifique. Mais là, vous voyez, si vous commencez par cette étape 3, que moi j'appelle étape 3 ou 4, j'en sais rien, et si vous commencez par ça, là, vous êtes déjà tellement dans le détail que ça veut dire qu'en termes intellectuels, vous devez mémoriser plein de choses. Ah oui, c'est l'honorifique et couleur, etc. C'est très bien, mais on peut se perdre largement. Et on perd quoi en route? On perd ça. On perd la compréhension de la structure. Et ça, c'est très dommage, parce que si on perd la compréhension de la structure, ben on perd l'essentiel. Franchement, de savoir que ça, c'est... bon, même si on ne savait pas ce que c'est, admettons, on ne sait pas. Ça, on sait. On sait que c'est car, blanc, donc c'est quelque chose qui est blanc. Ça, c'est sûr. Donc, on peut savoir quoi? On peut savoir que le Seigneur, hein, les fautes qui ne recouvrent pas ce truc qui est blanc. Hein, au pire. Après, ce truc, on sait que c'est la couleur. C'est-à-dire la couleur blanche de Chenrezig n'est pas entachée par les fautes. Hein? Ou les fautes n'entachent pas la couleur blanche du corps de Chenrezig. Ça, c'est quoi? C'est ma duchesse, que vos yeux sont beaux, que vos yeux, ma duchesse, sont beaux. Je ne sais plus, il y a une formule, je crois que c'est Molière ou je ne sais plus qui disait ça. C'est une marquise. Ah, marquise, merci Adi. Je savais que là, j'aurais ta contribution. C'est quoi déjà tu te rappelles du passage? Marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font. Ah, bravo. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, c'est exactement ça. Là, on peut dire que là, on a notre marquise ici. Pourquoi? Parce qu'on peut dire la blancheur du corps de Chenrezig n'est pas recouverte par les fautes. Le Seigneur. Ou le Seigneur dont la blancheur du corps n'est pas recouverte par des fautes. Hein? Ou la blancheur du Seigneur qui n'est pas recouvert par les fautes, etc. Vous pouvez le mettre dans tout le sens que vous voulez. Simplement, en tibétain, le français est extraordinaire dans sa souplesse. C'est une langue merveilleuse pour sa souplesse. On peut vraiment tordre le français dans tous les sens, presque, quasi. Le tibétain, je ne suis pas sûr.
Oui, parfois, mais pas toujours. Par contre, le tibétain est très systématique, très rationnel d'une certaine manière. Ça en prend un gros coup pour la rationalité française, mais tant que les frigos marchent, à mon avis, nous ne sommes pas des locuteurs extraordinairement rationnels. J'ai une question. Oui, Annie. Pourquoi cou, ce ne serait pas tout simplement le corps dont la couleur est blanche? Ah ouais, c'est tout à fait possible. Tu as raison, ça peut tout à fait être ça, je crois. Et je crois que c'est même toi qui as raison. Et moi, je ne comprends pas bien. Est-ce que c'est pas parce que le Seigneur est sans faute qu'il est de couleur blanche? Alors, tu vois, regarde, alors là, juste deux choses. Je vais revenir à ce que tu dis, parce que ça m'intéresse beaucoup, Sylvie. Vraiment. Retiens ce que tu viens de dire, parce que peut-être moi, j'aurais oublié. D'abord, je pense que c'est Annie qui a complètement raison. Je me suis planté comme un débutant, je crois. C'est-à-dire, Ku, c'est le corps de Chenrezig, et puis Do, c'est la couleur, et puis Kar, c'est effectivement blanc. Donc, c'est la couleur blanche du corps. Je pense que c'est tout à fait ça. Plutôt que la couleur blanche. C'est la couleur blanche du corps. Je pense que c'est juste. C'est tout à fait juste. Tout à fait. Jean-Marc, mais il n'y aurait pas un génitif dans ce cas-là si... Ouais, c'est Alors, c'est pas faux ce que tu dis, Nathalie, étant donné qu'on a vu le génitif, on l'a vu dans le texte sur le sar avec Karmapa. C'est-à-dire, dans un texte en prose, on peut se permettre de mettre, par exemple, des tangs après chaque mot. On peut faire vraiment une liste de la même manière qu'on peut mettre des génitifs sans arrêt. Mais après, dans une forme plus concise de la langue, on peut se permettre de virer les génitifs. C'est-à-dire, kugi Kugido Karpo, on pourrait dire Kugido. C'est vrai que normalement, dans la langue parlée, on dirait Kugido Karpo. Kugido Karpore. La couleur du corps est blanche. Tout à fait. Je me suis fait avoir comme un vrai débutant. Je me suis fait avoir avec le ku, qui peut parfois être utilisé comme particule donc dans une forme honorifique. Effectivement. Bravo Annie, merci. Vraiment. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose à la structure? Un peu. Non, quoi? Oui et non. C'est-à-dire, le X reste juste, étant donné c'est kundo, c'est-à-dire la couleur du corps. Si ce n'est que on pourrait mettre 3X. Mais c'est quand même pas mal de le mettre comme ça. Ça, j'ai juste envie de me donner raison. C'est insupportable d'avoir tort. Mais non, c'est simplement que le X... Non, je pense qu'il y a quand même une raison de se donner raison, en l'occurrence. C'est-à-dire que ça nous permet de voir que l'adjectif, il marque aussi à sa manière un mot et un groupe de mots. Ça, c'est pas faux. Je pense que ça reste intéressant de le voir comme ça. Mais ce que dit Annie est parfaitement juste. Qu'est-ce qui est blanc? C'est la couleur du corps. Donc voilà. Maintenant, Sylvie, redonne la phrase telle que tu l'as donnée avant. C'est très intéressant. Ben, moi, j'aurais envie de dire que d'abord que revêtir, qu'il est revêtu de blanc. Alors, que le verbe revêtir serait plutôt avec le deuxième groupe de mots. Mais ça, j'ai compris que ça ne va pas. Mais j'aurais envie de traduire Seigneur sans faute, qui vous êtes revêtu de blanc, quoi. Donc, c'est parce que vous êtes sans faute que vous êtes revêtu de blanc. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Mais je sens que ta traduction, qui est vraiment pas fausse, parce qu'on peut le penser, pas fausse de ce point de vue-là. C'est-à-dire, on peut aller jusque-là. C'est tout l'enjeu de la traduction. Honnêtement, il m'est arrivé de tomber sur des documents où les gens qui ont étudié très précisément les 5, voire 6, voire 7 versions de la même strophe, c'est juste hallucinant, hein. On est dans 5, 6 versions, même si le sens, on le retrouve, elles sont très différentes.
Donc là, on est typique dans un exercice de traduction, dans ce que tu fais, qui est un exercice très intéressant, qui est un exercice d'une part de traduction et d'interprétation. C'est-à-dire de penser que parce qu'il n'a pas de faute, donc son corps est blanc, ou que le corps, etc. Mais dans ta première intervention, tu l'as dit, il n'a pas de faute. Et là... Il est sans faute. Ouais, et il est sans faute, ça veut dire qu'il n'en a pas, en français. Oui. On est d'accord? Oui. OK. Donc, là, je reviens à mon petit laïus, qui veut dire que le texte a toujours raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour dire qu'il n'a pas de faute, on utiliserait donc, il faudrait que la construction du texte nous indique qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas. D'accord? Qui serait l'agent, en fait. Alors, qu'il n'a pas, c'est par exemple, on le dirait, hein, Kyun Mindu, il n'a pas. Mais là, on parle de son état, en fait. Parce que Kyun, c'est marqué par une particule. D'accord? Donc, si c'est marqué par une particule, c'est un agent. Donc, c'est considéré comme un agent ou comme un instrument. Pour pouvoir dire « il n'a pas de faute », ça veut dire qu'on retire à la faute son pouvoir d'action. Du genre, il n'a pas de pomme. La pomme, elle produit rien. La faute, elle produit rien. Tandis qu'ici, elle produit quelque chose. En l'occurrence, elle produit rien, c'est ce qu'on dit, elle ne recouvre pas, mais elle pourrait produire. C'est-à-dire que là, le texte dit la vérité dans le sens où, précisément, le texte nous dit que les fautes n'ont pas d'impact sur lui. Dans le sens, les fautes ne sont agents de rien, elles ne le recouvrent pas. C'est-à-dire, les fautes n'ont pas d'action. Et ça, c'est du point de vue de la compréhension du sens du texte, ce n'est pas qu'un détail. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut venir. Alors là, c'est aussi une interprétation, mais c'est une interprétation qui colle au texte, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut venir souiller Chenrezig. En fait, Jean-Marc, ça veut dire que les fautes sont là, mais elles n'ont pas d'action. Exact, elles n'ont pas d'action. Exact. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas, qu'il n'y en a pas. Exact. Elles sont là, mais sans action. Exact. Et c'est pour ça que le texte, il est toujours très intéressant. Alors après, là, on discute, évidemment. Après, on peut dire oui, mais, c'est complètement OK. Mais c'est quand même très intéressant de rester le plus collé vers le texte parce que, comme vient de dire Philippe, des fautes peuvent être là. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas, le texte ne nous le dit pas, mais on pense que ça peut être là. En fait, ça a beau être là, elles n'ont aucune action possible sur Chenrezig. Ah oui, alors donc c'est le Seigneur dont les fautes n'est pas touché par les fautes en fait. Yes. Voilà. Donc c'est là, c'est ce que j'entends, tu vois, Sylvie, c'est ça, c'est exactement ça que j'entends par le texte dit la vérité. C'est-à-dire toujours prendre le texte comme énigme et se dire, moi, mon boulot de traducteur ou simplement de lecteur attentif, c'est de savoir, le texte me dit quoi, vraiment. Après, c'est pertinent, pas pertinent, je ne sais pas, je discute. Mais j'ai, moi, d'abord besoin, comme lecteur, comme premier lecteur, on pourrait dire, quand je me retrouve face au texte, j'ai bien de savoir ce que le texte me dit. Et là, je vais vous donner une clé de compréhension, cette fois-ci purement dharmique et philosophique par rapport à ça. C'est-à-dire que le lotus blanc, le lotus blanc sur lequel il est assis, c'est le symbole de la manifestation au sein du samsara et qui n'est jamais entaché par le samsara. Donc ça, c'est la réponse philosophique à pourquoi on dit ça comme ça. C'est-à-dire que les fautes du samsara, les défauts du samsara n'ont aucun impact sur sa pureté. Donc c'est un bodhisattva complet, totalement pur, mais qui n'est pas touché par l'impureté. Donc on est pile poil dans la symbolique du lotus et donc dans l'idée que se fait le Mahayana de l'activité des bodhisattvas et des bouddhas. C'est-à-dire ces activités se manifestent dans le samsara, mais jamais elles ne sont touchées par le samsara. Elles ne sont pas endommagées par le samsara. Donc c'est une manière de pouvoir affirmer qu'une activité peut être parfaitement éveillée
et donc peut parfaitement se manifester, ce qui est une très bonne nouvelle, et que jamais elle ne sera endommagée, entachée par le samsara. Ça, c'est le fond philosophique qui permet de dire ça. Mais le texte nous le rappelle. Parce que les fautes, c'est les fautes de qui? C'est les défauts de quoi? Donc forcément de quelque chose. Et c'est les défauts du cycle des existences. Donc il n'est pas touché par ça. Vous voyez le but de l'exercice, comme ça, de travailler? OK. Donc je pense qu'à partir de là, systématiquement, je vous présenterai les textes de cette manière. Donc, oui. Parce que comme ça vous fait un exercice. C'est-à-dire que vous avez ça et vous devez chaque fois faire le chemin en train de vous dire, mais tiens, mais pourquoi il met ça comme ça? Alors après, on discute ensemble. Hein. Je peux me tromper aussi. Hein. La preuve avec ici, bon, je m'en sors, mais disons, OK, on discute quand même. Mais je pense que du point de vue de la méthode de travail, c'est assez efficace. On essaye la deuxième ligne? Et donc, la deuxième particule, c'est ma et mag, c'est la deuxième particule. Ici. Ah non, ici, là, ici, ouais. Ma, ge. Et de nouveau, c'est ma plus n'importe quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est un verbe qui effectivement est produit par un acteur, hein, c'est-à-dire ce qui est avant ici. Hein, mais un verbe, c'est une action, et donc c'est une non-action. Donc, que l'on connaisse ou pas le sens du verbe, on sait que de toute manière, l'action qui est décrite par ce verbe est une action inopérante. J'ai un doute. La deuxième particule est où dans le texte en tibétain? Ma. Ici, ma. C'est ma, d'accord. Ma tout seul. Okay. Tu vois, mag. Alors, tu vois, Fabien, je pense que la question que tu as, elle me donne encore raison, une fois de plus, pour cet exercice. C'est-à-dire que quand tu vois ça, ça nous oblige à venir fouiller et se dire, elle est où la particule? Ouais. Tu vois, en termes d'exercice, je pense que c'est intéressant. Parce que là, quand vous avez ça, vous pouvez refaire, franchement, cet exercice d'analyse, vous pouvez le refaire après à votre sauce, mais avec ces éléments qui vous aident énormément, normalement. On peut essayer la deuxième ligne. Deuxième ligne, alors, de nouveau, allez-y, hein, n'hésitez pas. C'est quoi le X, le premier? Juste une question, Jean-Marc, sur la Oui, première. Martine. La négation ma, elle est toujours devant le verbe quand elle est toujours devant le verbe quand on voit ma et autre chose à côté, on sait que c'est un verbe négatif en fait. Alors, dans ce type de construction extrêmement sommaire, c'est-à-dire avec un radical verbal, c'est-à-dire vraiment un verbe qui est exprimé par la syllabe la plus petite qui exprime le sens de l'action, c'est effectivement toujours comme ça. Mag, gema, non. Merci. Maintenant, dans la langue parlée, on peut retrouver des constructions comme ça. C'est pas toujours si clair, mais là, ce type de construction qu'on a ici, là, par contre, c'est très clair. C'est toujours comme ça. Mais si vous avez un auxiliaire final en plus du radical verbal, alors là, ça change. Parce que vous pouvez avoir le ma qui est placé après. Mais parce que dans ce cas-là, mais là, on ne va pas voir ça maintenant. Mais dans ce cas-là, c'est la négation d'autre chose. Bref. Mais là, dans cette construction, c'est complètement logique. On le place comme ça. Par exemple, si on dit ne va pas, c'est mado. Mado, maton, malab, etc. Ça sera toujours comme ça. OK? Donc, deuxième ligne. Alors, deuxième ligne, le premier X, ça correspond à quoi? Zog. Zog. Exactement, zo. Mais, mais super. Donc, zo. Et puis alors, donc, le deuxième élément? Sangye. Sangeki. Sangeki, exactement. Sangeki. Hein? Sangeki. Donc, Sangeki. Et vous voyez que c'est la même forme de construction qu'en haut. Hein? C'est-à-dire Kunki, ici, c'est Sangeki. C'est-à-dire que c'est, de nouveau, vous avez une forme ici et une forme ici qui est différente, mais c'est la même particule.
C'est toujours la particule ergative instrumentale. Alors, à nouveau, hein, ici, je ne vous dis pas ce que c'est, mais bon, maintenant, vous le savez. Donc, ici, zo, sangeki. Voilà. Donc là, on a Sangye, c'est le Bouddha. Hein. Là, je pense que ça fait de mystère pour personne. Donc, ça veut dire que c'est le Bouddha qui fait quelque chose, a priori. C'est l'agent, c'est l'acteur. On ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est lui qui fait quelque chose. Le texte nous le dit. Hein. Là, maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est lui qui fait quelque chose. Hein. Donc, ensuite, deuxième élément, c'est quoi? Où? Oui? Je sais pas, pardon, redis? Oula. Où et là, la particule? Là. La Yes. particule là. Oui. Très bien. Où est la particule? Donc, où là? Le là, c'est quoi comme fonction? Datif locatif. Datif locatif. Et ça sert à quoi? C'est quoi la fonction de cette particule? À indiquer une destination ou un lieu. Une destination ou un lieu, tout à fait. Ce qu'on appelle ainsi le lieu de l'incidence. Lieu de l'incidence, ça veut dire là où la chose se passe. D'accord? OK. Donc, Ça se passe où? ça se passe où? Oui, c'est ça qui est drôle. Ah, tout à fait, Annie. Ça se passe où? Alors, bravo. Où? Alors là, ça, c'est quand même un excellent jeu de mots. Oh, mais tu es très en forme, Annie, aujourd'hui. Hein? Mais d'habitude, à ce temps-là, je ne suis pas là. Alors, fais-nous le plaisir d'être là parce que c'est parfait, ça. Mais bien, c'est parfait. Oui, alors là, c'est vrai que ça se passe où? Là, je dois dire, c'est parfait. Parce que où? Qu'est-ce que c'est où? Je pense que vous le savez. Hein? La tête. La tête. Donc, ça veut dire que ça se passe Sur la tête. sur la tête, a priori, dans la tête, vers la tête. Attention. Attendez, le texte dit la vérité. Hein. Donc, ça veut dire que là, on a quelque chose de très minimal. On a juste une particule pour nous dire que ça se passe par là-bas. Mais on ne sait pas si ça se passe dessus, si ça se passe vers ou si ça se passe pour. Mais pourquoi? Parce que la particule, elle peut avoir tous ses sens. Hein. Donc, si vraiment on veut spécifier que c'est sûr, on le dirait. Après, on va pouvoir supposer que c'est sûr, mais pas tout de suite. À ce stade, non. À ce stade, il faut toujours freiner notre envie d'interprétation. L'envie de l'interprétation, c'est toujours ce qu'on fait. Mais ça, c'est nous, parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons une faculté d'interprétation de tous les phénomènes qui est absolument extraordinaire. On ne les prend pas tels quels. Là, on fait l'exercice de revenir un peu, c'est quoi les phénomènes là? Les phénomènes, c'est tête et puis une particule qui indique que tête, c'est le lieu d'incidence. On n'en sait pas beaucoup plus. Jean-Marc, Oui, Evelyne? on va pouvoir le comprendre parce que c'est une couronne. Diane. Absolument, c'est un ornement. Donc, ça peut aussi être un verbe. Ça peut aussi être un verbe. Ça peut aussi être un verbe. Ah, mais dans ce cas, ça ne peut donc être que sur la tête. Ouais. Non? Tout à fait. Non, mais absolument. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas ce qu'il faut qu'on dise, mais ça, c'est ce que l'on dit après. C'est ce que l'on dit au moment de l'interprétation. C'est toujours on pourrait dire, être attentif au fait que voilà, on cherche à comprendre le texte avant de l'interpréter. Et l'interprétation, elle vient après. Sinon, on fait parfois... je vais juste vérifier que ça marche toujours. Mon partage d'écran, oui, ça a l'air d'aller. C'est juste toujours être un peu prudent avec ça. Bon, OK. Il n'y a pas besoin d'être toujours hyper prudent, mais moi, j'ai tendance à être très prudent. Parce que, par exemple, Gien, c'est vrai que Gien, ça peut être un verbe comme ça peut être un ornement. Là, je pense que c'est plutôt un verbe. Comment je vous l'ai mis, là, ici? Couronner, je l'ai mis en tant que verbe. Et je pense que c'est verbe. C'est-à-dire que, ici, si maintenant je veux comprendre toute cette phrase, alors je commence à avoir des éléments, pas mal d'éléments. Je sais que le Bouddha, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? L'action, elle est derrière. Voilà. Donc, le Bouddha, on commence à le savoir, là. Il orne
il orne quelque chose. Donc, il orne la tête, hein, le lieu de l'incidence. La tête, ça devient le lieu de l'incidence de l'ornement. Donc, ça veut dire que le Bouddha orne la tête. Donc, zo sange ki ulagen, zo sange ki ulagen, zo parfait, complet. Là, ça peut être tout simplement la construction. Alors, on pourrait dire aussi que c'est zo sange, mais j'ai préféré le diviser en deux, c'est-à-dire le comprendre comme une forme d'adjectif, hein, parce que c'est une construction zo sange pour dire le parfait Bouddha qui orne, quoi, qui la tête orne. C'est-à-dire qu'après, ben bien sûr, il est orné par le parfait Bouddha ou le parfait Bouddha orne sa tête. Ça, vous êtes dans, alors là de nouveau, dans la formulation, vous formulez comme vous voulez. Mais c'est ça le principe. OK? J'ai une remarque. Oui, bien sûr, Claudie. Donc, quand le dzok est mis à part, le Oui. sanguier, Mhm. donc là, avec la construction X d'un côté, en fait, si on compare par rapport au O, on peut après se demander à quoi c'est rajouté. Pourquoi ne pas l'inclure directement dans, ne pas Ici. mettre dzok sanguier qui? Tout à fait, tout à fait. Moi, je me pose la question aussi. C'est simplement que par souci de compréhension, on pourrait dire que si même je ne connais pas, c'est un peu, j'y vais par élimination. C'est-à-dire, je me dis, si ça, on ne le connaît pas, si ça, c'est complètement inconnu, Sangeki, j'ai un élément de sens suffisant. C'est-à-dire un élément de sens, on pourrait dire un peu racine, auquel je rajoute quelque chose qui est quand même de l'ordre du détail. Mais à part ça, tu as raison. On peut très bien aussi faire l'analyse en se disant que X, c'est zo sangue. C'est pas faux. Tout à fait. Non, non, ça reste une suggestion. Hein. Mais c'est simplement, bon, ouais, voilà, comme je t'ai dit, quoi. C'est-à-dire pour revenir à quelque chose qui est une construction minimale ou une sorte de minimalisme pour essayer de voir la structure la plus basique, en quelque sorte. Mais à part ça, oui, on peut. Après, je dirais presque que c'est de l'ordre de cet égal. Étant donné que l'important pour nous, alors par contre très important, c'est d'avoir repéré le rôle de la particule qui marque ça. Ça, c'est clair. Là-dessus, on peut pas, là, il ne peut pas y avoir de doute. Quant à la construction du X, oui. Étant donné que, encore une fois, cette particule, elle marque un mot ou un groupe de mots. Et le groupe de mots, ça peut être dit par 10 syllabes. Hein. Ça ne sera aucun problème. Il n'en demeure pas moins que ces 10 syllabes seront marquées par une particule. Et donc, voilà, c'est savoir que là, il y a un agent, plus ou moins flou, plus ou moins net, mais c'est l'agent. Grâce à ça. OK, on peut essayer la troisième phrase. Au niveau de l'heure, on en est où? 14h05 quand même. Hein. On se fait encore la troisième. On a commencé un peu plus tard avec ce problème technique. Ça vous va? Ça, vous avez le temps? Juste pour la troisième? Oui. Oui? C'est bon. OK. Donc, on fait la troisième. Alors, la troisième, on arrive comme ça. Donc, OK. Donc, voilà. Alors là, maintenant, pareil. Premier élément, lequel, selon vous? Bon, de toute façon, c'est au début de la phrase, hein, il n'y a pas de... Mais disons, il est formé par quoi? Tuje. Oui, exact. Tuje, et puis une particule qui est ici. Agiwi. Agiwi, oui, qui est le particule, donc le génitif. Là, c'est un grand classique. Donc, Tuje, un génitif. Donc, là, j'ai fait plus ou moins juste, en fait. J'aurais dû le faire un peu différemment. J'aurais dû le faire comme ça. Jean-Marc, j'ai un doute. Oui. Le génitif, d'accord, c'est le a, gigou. Mais devant, il y a autre chose. Il y a le za, c'est ça? Ça fait partie de la particule. Alors non, justement, c'est pour ça que je vous l'ai mis comme ça. D'accord. C'est-à-dire que la particule, elle est indépendante du X. Donc, ça a son utilité. Étant donné qu'on a Tukje, hein, Tukje, Oui. ça c'est Tukje,
hop, et puis après, on a la d'accord. particule, elle se rajoute. C'est pour ça que c'est x plus la particule. Mais il par y a une contre, séparation. tu vois, mais par contre, ce que je pourrais largement faire, alors, attendez. Alors, ce que l'on pourrait largement faire, c'est... Je vais juste vous le faire comme ça. On pourrait se permettre ça comme construction. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette entité, Tugje, on a Tugje plus le génitif, mais le génitif est quelque chose qui relie à l'autre élément. Donc, Tugje Chen, hein, Tugje Chen, d'accord? C'est OK pour vous? Oui. Parce que le génitif, hein, ça relie X plus X, hein, toujours. Sens où toutes les chaînes sont marquées par Guy. Qu'est-ce qui se passe là en termes de son? Marc, tu m'entends? Oui. Oui. Ah, c'est Frédéric? Oui, pardon, oui. OK, d'accord. Et je disais, dans ce cas-là, toutes les chaînes sont marquées par Guy. Oui, exact. Exact. Et tout à fait. Donc ça, c'est d'où la structure. C'est-à-dire, là, on a Tugje plus génitif, mais Tugje plus génitif, ça fait Tugje Chen, donc ça veut dire les yeux de la compassion. Et les yeux de la compassion sont, eux, marqués par une particule. Et la particule, c'est celle-là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a un groupe de mots ici, qui est avec une particule dedans, qui devient ce groupe de mots un peu complexe, devient l'acteur. OK? C'est-à-dire que c'est les yeux de la compassion qui font quelque chose. D'accord? Et puis après, on a troisième groupe, c'est quoi? Troisième entité. Jola, exactement. Et on a de nouveau, comme ici, même chose, c'est-à-dire lieu d'incidence. Donc, Jola, vers les êtres, pour les êtres, lieu d'incidence. Et puis ici, on a notre verbe. Et le verbe, c'est le verbe regarder. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est les yeux de la compassion qui regardent les êtres. D'accord? Oui. OK. Bon, il nous reste la dernière phrase, elle est très simple. Hein. Là, on peut la voir, c'est parce que c'est deux groupes. C'est Tienrezi la, Tchatzello. Ça veut dire là, de nouveau, ça marque le lieu d'incidence, c'est-à-dire que les hommages, avec une particule finale qui n'a pas, son sens, il n'y a rien à dire, c'est l'hommage qui est rendu à Tienrezi. Donc, je rends hommage à Tienrezi. Tout simplement. Et on a terminé l'analyse ici. OK? Oui. Oui. Parfait. Jean-Marc? Oui? Tienrezi, la décomposition, donc Chen, les yeux, Sik, regarder, et le Ré au milieu. Pour moi, Ré, c'était coton, mais là, je ne vois pas bien le rapport avec Tienrezi. Ah, ben c'est coton. OK. Tout à fait, tout à fait. Alors, Tien, ici, Tien, les yeux. Ré, ça veut dire chaque. Ça veut dire chaque. Ça veut dire qu'il regarde chaque être avec les yeux de la compassion. C'est clair que le mot Tienrezi, là, je l'ai pris dans sa globalité, mais Tienrezi lui-même, Avalokiteshvara, est la construction d'un nom fait avec plusieurs éléments. En l'occurrence, les yeux, chacun regarde. Donc, Tienrezi, ça veut dire celui qui regarde chacun avec les yeux de la compassion. Donc, Ré, c'est chacun. Ce n'est pas le coton. Merci, merci. Pas de quoi. Mais là, c'est vrai que je l'ai pris comme une entité de sens en lui-même. Tienrezi.
Ok, je pense que c'est assez clair, non? Donc, on va continuer à utiliser ce genre de structure, ça me semble assez utile. Voilà. Alors, on va terminer par à moins qu'il y ait une question, il y a une question qui doit être posée parce qu'il y a vraiment quelque chose de pas clair ou pas? C'est tout bon? Ok. Alors, on termine par une dédicace. Sonam diye tamche tsengpane tomne nyete tanam pamdene kegana che bala topai sipe tsole toa doraisho. Voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours. Voilà, j'espère que la vidéo, elle sera de bonne qualité, on verra. Mais je pense, je sais pas, on va voir. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne Merci. journée. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Et puis, bonnes études. Puis voilà, je vous mettrai tout sur la page comme d'habitude. Allez, bon week-end. Toi aussi, au revoir. Au revoir.